toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de la série Quel est ton trip sur Trip Mindset. Aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège, et nous sommes très heureux de pouvoir recevoir l'un des rappeurs les plus prolifiques de sa génération. C'est le meilleur rappeur du Gabon et c'est certainement l'un des meilleurs rappeurs de toute l'Afrique et même du monde, je peux le dire comme ça, sans aucun doute. Il est dans l'industrie musicale depuis plus de 15 ans. Il compte 7 albums à son actif. Il a eu un Gestor d'or et il a eu une participation plus qu'appréciée au dernier BET Cypher. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste que vous connaissez déjà peut-être et l'idée de l'émission va être de discuter avec lui de son parcours, de sa vision de l'entrepreneuriat. Il vous le dirait certainement mieux que moi si ce n'est pas un mot Yemazala. C'est que c'est pas le bon. Yes, man. Donc, top, nous avons une commune dont Rodzeng, RODZENG, Ngenga, mon Yemazala, Pitaman State, Mozala de Washington. On fera de cette terre un monde de ban. De Banzi. Exactement, Rodzeng. Comment ça va? Ouais, ça va, tranquille. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie infiniment pour le geste. Ben, c'est normal. Donc, comme j'expliquais un petit peu aux personnes qui nous suivent, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de toi, parler de ton parcours. Donc, pour commencer, même si certains te connaissent déjà, j'aurais bien aimé que tu puisses te présenter avec tes propres mots à la communauté Trip Mindset. Qui est Rodzeng? Alors, Rodzeng, RODZENG, Rod, de mon prénom, Rodney, et Nzeng, de mon nom, Nzango. Donc, c'est une fusion de cette partie charnelle et spirituelle de moi, Rodney Nzango. Donc, c'est ça qui donne Rodzeng. Et ce surnom a été donné par Chef Keza quand j'étais tout petit, parce qu'en vérité, Rodzeng est un artiste, musicien, rappeur, qui évolue dans le monde de la musique depuis qu'il est né en fait. Exactement. Donc voilà, c'est ça, c'est Rodzeng. Aujourd'hui, on a fait notre chemin. Yes. On est là où on est. Et par la grâce des Amen Moba, on tient toujours debout et on ira encore plus loin. Donc, c'est Rodzeng. C'est très très bien. Docteur Nzeng, Docteur Nzeng Koumindon. Yes. C'est super. Ben, justement, tu en parles déjà un petit peu. La musique, tu es dedans, comme tu dis, depuis que tu es tout petit. Et d'ailleurs, une spéciale dédicace au grand frère Chef Keza, qui nous regardera certainement. Mais avant d'entrer dans l'univers musical, avant d'entrer dans tout ce que tu as pu faire dedans, j'aimerais bien que tu partages avec les membres de notre communauté un petit peu ton parcours. Par exemple, ce que tu as fait comme études, si tu as bougé, je sais que tu es originaire comme moi du Gabon, tu es gabonais comme moi, si tu as bougé, si tu as fait des choses en dehors de la musique. On va commencer par ce parcours-là et puis après on reviendra. Alors, jeune enfant, j'ai fait la maternelle, comme tout le monde. Je pense que j'ai fait la maternelle à Gladys. Gladys, c'est un jardin d'enfants dans Zion. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi je me souviens parce que j'ai grandi à Tsangara aussi. J'étais à Gladys, c'est vers l'église Cœur Immaculé là. Exactement. Ouais, c'est là-bas aussi, je me suis fait baptiser. On m'a baptisé, j'étais tout petit, tout ça. Mais bon, vraiment, aujourd'hui on est comme ça, mais c'est pas grave. On raconte le parcours. Yes. Alors, après mon primaire, je l'ai fait aux Acacias. Aux Acacias, STFO, là, aux Acacias. Après la 6e, je l'ai faite à Bessieux, jusqu'en 3e. Exactement. Après, mon père, il voulait que j'aille à Léomba parce que il estimait que Bessieux ne formait pas bien les gens qui faisaient dans les sciences, les C, etc. Et que Léomba, lorsqu'ils avaient le bac, ils avaient toujours des meilleurs pourcentages dans ces domaines-là. Donc, il m'a envoyé à Léomba. Ouais. À Léomba, j'ai fait de la seconde jusqu'en première. En première, on m'exclut. On exclut les Léomba. Parce qu'en fait, il faut voir que la transition entre la 3e et la seconde, c'est au moment où je commence à être connu dans le monde
de la musique. Voilà, donc j'ai mon premier clip, j'avais quoi, 15 ans. Ouais. J'ai mon premier clip avec 241, ça c'est chez nous, on est des superstars, God, etc. Donc pour suivre les cahiers c'est un peu difficile parce qu'on préfère faire des rimes, on préfère écrire des rimes sur nos cahiers de maths, voilà, que de faire des maths dans nos rimes. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Et donc on m'exclut en première et après la terminale je la fais à LDD. Et LDD j'ai mon bac. J'arrive en Afrique du Sud, où à l'aéroport je rencontre ma femme parce que c'est elle qui m'accueille. Ok. Voilà, elle était censée être, comme on dit vulgairement, ma cacique. Ouais. Genre qu'elle m'accueille, tout ça. Et donc toi tu as détourné la cacique. Voilà. Donc elle m'accueille. Bon, quoi que à Lyon, on se voyait déjà, voilà, on se voyait à Lyon. Yes. Et moi j'avais repris la première, donc elle était passée en terminale. Donc naturellement elle est allée en Afrique du Sud avant moi. Et je suis arrivé, par hasard, je la rencontre à l'aéroport. C'est le coup de foudre. Je suis avec elle aujourd'hui, on a 4 enfants. Super. Ensemble. Voilà quoi. Donc j'étais en Afrique du Sud où j'ai quand même eu des moments difficiles en Afrique du Sud parce que quand tu arrives, tu es tout seul. Tu es ton propre père, tu es ta propre mère. Tu vois, en même temps, tu rappes, en même temps, le school, tout ça, c'est difficile de joindre les deux bouts. Après, j'ai mon premier fils qui rentre en jeu, mon deuxième fils qui rentre en jeu. J'ai vécu beaucoup de moments difficiles en Afrique du Sud, mais on a tenu, grâce au rap d'ailleurs, parce que si je ne me rappelle pas, je ne sais pas si j'allais pouvoir joindre les deux bouts, quoi. Parce qu'au moins avec le rap, je pouvais avoir de l'argent un peu à gauche, à droite. Et ton rappel de la famille aussi. De la famille. Parce qu'il y a des moments où tu arrives en cas, tu as une femme qui est enceinte, Luna est là, il n'y a pas de belle dans le frigo. Tu te dis, mais merde, tu fais comment? Les larmes dans le cœur, les yeux. Et là, tu es obligé d'aller au combat, tu n'as pas le choix. Tout ça. Et avec tes parents qui sont énervés comme toi parce que tu as fait des enfants, etc. Donc ils veulent te former, quoi. Donc plus rien, ils coupent tout. Voilà, quoi. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça mon parcours en Afrique du Sud. J'ai étudié génie chimique. Ingénieur en génie chimique, mais j'ai pas pu terminer, parce que bon, à un moment donné, la vie commençait déjà à être mieux parce que j'avais gagné un concours de rap. En Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud. J'avais gagné un concours de rap et ça commençait à aller mieux, tu vois. Je pouvais toucher 2-3 droits d'auteur, avoir 2-3 shows à gauche à droite. Je me suis acheté une voiture, tu vois, et on m'a volé ma voiture. Et il y avait mon passeport à l'intérieur. Ah mince, mais ça c'est problématique. Voilà. Et quand on me vole ma voiture avec mon passeport à l'intérieur, je suis obligé de rentrer au Gabon pour refaire un passeport. Mais au Gabon, à cause de mes positions, à cause de ma manière de rapper et tout ça, je subis des pressions sociales qui font en sorte qu'on me tient 9 mois au Gabon pour avoir un passeport qui est censé sortir en 4 jours. Tu vois. Et voilà quoi. Donc je me suis dit, écoute, ce sont mes engagements, c'est la vie que j'ai décidé d'avoir et on ne va pas reculer face à ces engagements, c'est juste qu'il faut faire comprendre le fond même du message de ta musique, parce qu'en vérité le fond il n'est pas mauvais, le fond il est évolutif, tu vois, c'est pour faire évoluer les communautés, il n'y a rien de mauvais dans le fond, c'est de l'amour qu'on partage pour notre pays, pour notre patrie, on veut que les choses s'améliorent. Et Dieu merci, aujourd'hui ils l'ont compris, donc on me laisse exercer comme je veux, quoi. Et après je suis allé en Chine. La Chine, oui, effectivement. Après je suis allé en Chine, quand j'ai eu finalement mon passeport, je suis allé en Chine. Et en Chine, là j'étais très concentré, j'ai coupé toute la musique, tout, je faisais plus rien musicalement. Et voilà quoi, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en génie civil. Je suis rentré au bled. J'ai travaillé pendant 2 ans pour une société chinoise. Et après, je me suis. Bon, les salaires ne sont pas vraiment conséquents. C'est pas ce qu'il faut. Lorsqu'on par rapport au niveau de vie, au Gabon, etc. Et voilà, quoi, par rapport aussi au niveau d'études, les salaires, vraiment, c'est pas trop ça. Tu vois. Donc, Dieu merci encore, je sais faire de la musique. Et c'est à travers la musique que j'ai pu générer
des sous. Ça veut dire que mon salaire, je peux l'avoir en une prestation. Ouais, je me suis dit, écoute, si je peux avoir mon salaire en une prestation, si je peux avoir des partenariats, etc. Pourquoi je fais les deux? Pourquoi je me casse à rester 30 jours assis là pour quelque chose que je peux avoir 3 fois dans le mois en étant en indé. Donc j'ai claqué la porte et aujourd'hui je suis en indé, j'ai ma propre entreprise. Voilà, mais mon entreprise c'est une holding, donc une corporation qui est multiservice. Donc il y a des services dans le bâtiment. Par rapport déjà à mon background d'ingénieur en génie civil. Il y a des services dans l'entertainment par rapport à mon background musical, etc. Il y a des services dans la restauration, l'événementiel, etc. Donc tu as à un moment donné décidé, premièrement, de faire de la musique professionnellement, parce qu'effectivement, tu faisais de la musique depuis un bon nombre d'années, et si je comprends bien, c'est ton retour au pays, et le fait d'être confronté aux réalités là-bas, tu parlais tout à l'heure du niveau des salaires, et de ce que pouvait apporter ta musique, c'est à ce moment-là où tu te dis, ok, en fait, je vais faire du business, je vais faire mon art, mais de façon professionnelle, et en plus, je vais diversifier. Bien sûr. Alors ça, on en reparlera tout à l'heure. Parce qu'il y a une question bien spécifique là-dessus. Et je pense que ça pourra aider beaucoup de gens à avoir peut-être une approche différente de l'univers musical en tant qu'artiste dans les pays qu'on connaît. Maintenant, pour rester encore sur ta musique, avant d'aller plus dans la partie entrepreneuriale justement, j'ai remarqué, moi j'écoute tes musiques depuis longtemps. Pour la petite histoire, ce monsieur, c'est la première personne avec 2 autres, Yorick et Jeff, que je salue ici. C'est la première personne avec laquelle j'ai écrit mes textes de rap. On était en 5e au collège Messieurs, à au Gabon. Donc, la musique, on a compris. Mais toi, quand tu écris tes sons, quand j'écoute les albums aujourd'hui, que ce soit Bangam, que ce soit King, que ce soit tous les albums que tu as sortis jusqu'ici, ils sont apportés avec une approche que je qualifierais d'originale. Tu parles de beaucoup de thématiques. Tu parles de notre histoire, de 1885, ce qui s'est passé pendant la colonisation. D'ailleurs, ce matin, je réécoutais au Bangam et je me rends compte que l'un de tes fils se pose les mêmes questions que nous. Il dit l'histoire qu'on nous apprend à Pompino, c'est se couper les veines et avoir le pouvoir, tu vois. Tu parles de plein de thématiques comme ça, tu parles de nos sciences africaines. Buti, c'est le code, papa, c'est pas la comédie. Tu parles de Kemet, l'Égypte pour certains, Kama. Quelle est l'importance pour toi de la culture, d'une part dans la construction de ta carrière, vu que tu en parles dans ta musique, et également dans ta construction, dans ta vie de tous les jours en tant qu'individu? Ok, déjà, j'ai commencé la musique, je ne sais même pas à quel moment réellement j'ai commencé à faire de la musique, parce que je suis né dedans. Tu vois, Chef Keza qui est mon grand frère, on a quoi, 14 ans de différence. Alors, il rencontre ses amis, Matt Senior, Lyon et tous les gars au lycée. Ils se connaissent à Léon-Bas, en 6e, depuis la 6e, ils commençaient déjà à gratter leurs petites rimes, etc. Et en 6e, ils ont quoi? Ils ont 11 ans, 12 ans, je ne suis même pas encore né, tu vois. En 4e, seconde, lorsqu'ils ont quand même fait un bon bout de chemin dans la musique, tu vois, là je nais, tout ça, ils sont en terminale, je suis tout petit, tout bébé, tu vois, mais les gars, ils sont très passionnés et ils viennent souvent faire des répétitions en case, tout ça, donc naturellement je grandis là parce que je reste avec mon grand frère, tu vois, je suis là et je vois comment les gars rappent et j'imite, tu vois, des fois je fais des yaourts, etc. Et au fil du temps, je commence à écrire des textes. Donc naturellement, je suis influencé par la façon d'écrire de mes grands frères, tu vois, sans d'abord réellement comprendre le fond. Tu répètes juste des belles phrases que tu entends chez tes grands frères, tu vois, non, avec un minimum de sens et de logique, etc. Tu vois. Et en grandissant, tu te rends compte que, attention, ce que tu répètes là, c'est vraiment sérieux, ça a une profondeur. Et il faut étudier cette profondeur pour la maîtriser. Et une fois que tu l'as maîtrisée, tu pourras en faire bon usage.
Donc, je suis tombé sur des ouvrages de Cheikh Anta Diop, civilisation de l'agriculture. Personne ne peut se mettre sur ce chemin sans passer par chez Voilà, c'est carrément la clé. Voilà, je suis tombé sur le colloque de Caire en 1974 avec Théophile Obenga et tout le reste. Donc, je me suis tapé un peu tout ça. J'avais un grand frère qui s'appelait Wonki Ama. Qui s'appelle Wonki Ama, qui est un égyptologue, un camitologue. Tu vois. Donc, il m'envoyait souvent des éléments pour me former sur la question. Et là, ma plume commençait à mûrir dans ce sens. Maintenant, pourquoi je voyais l'importance de le faire parce que je pouvais faire autre chose, tu vois. Justement. Et pourquoi je voyais l'importance de le faire, c'est parce que les réalités dans lesquelles on vit nous montrent que l'Africain, l'homme noir, a besoin de se reconnecter à lui-même pour pouvoir s'émanciper comme il se doit, parce qu'il a été coupé de qui il est réellement. Voilà, aujourd'hui, quand on est coupé de qui il est réellement, les gens qui sont fatigués d'entendre ça diront que retourner dans les cache-secs, tout ça, il ne s'agit vraiment pas de ça. Il ne s'agit pas de ça parce que déjà, s'ils parlent de cache-secs, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent rien. Parce que voilà, justement, c'est là que je vais dire, parce que la technologie qu'on utilise aujourd'hui, toutes les bases ont été créées par l'empire de l'Égypte antique, donc Kama. C'est Kama qui a créé tout ça, donc c'est juste l'application de tout ce qui a déjà été mis en place. Donc c'est pas de retourner au cache-sexe, etc. Il y avait des grandes universités à l'époque, voilà, et des grands bâtiments. Tout le monde est venu apprendre en fait. Il y avait de la mode aujourd'hui, les habits de mode, des grands défilés de mode dans le monde qu'on voit aujourd'hui sont inspirés par ce que nos ancêtres faisaient à l'époque. Donc il y avait de la mode, il y avait du style, tout ça. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a là, ça n'appartient pas à une culture particulière. Donc tout ça, ça tire sa source de Kama, l'Égypte ancienne. Et c'est justement ça qu'il faut redire aux gens pour qu'ils se reconnectent à eux-mêmes. Parce qu'il n'y a qu'en se reconnectant à nous-mêmes qu'on peut s'affranchir et être libre. Voilà pourquoi l'importance de la culture et de rappel à l'ordre, de retour aux sources dans mon texte, parce que c'est important. Après, maintenant, j'ai une manière de le faire qui fait en sorte que un petit de 4 ans, de 5 ans, un petit Darkman, de Banks, peut écouter ça de façon subtile parce qu'on joue avec le message subliminal aussi. Je ne vais pas venir faire tout un cours ennuyeux à un gars qui est au Banks, mais lui il veut écouter son rap. Il n'est même pas au courant. Voilà, tu vois, quand tu parles. Donc, il y a une manière de lui faire entrer ça dans le cerveau avec ses codes. Tu vois, voilà, c'est dans le cadre que je me développe. Et voilà quoi, c'est un peu ça. Ok. Bah, écoute, je te remercie pour cette précision. C'est vrai que malheureusement, beaucoup pourraient avoir tendance à dire oui, mais vous nous parlez de passé, vous nous parlez d'histoire. Moi, je n'aimais pas. Quand on était à Bisseux, je détestais l'histoire. Je détestais l'histoire parce que ce n'était pas la mienne, ce qu'on nous enseignait. Tu t'en souviens, on t'enseignait des choses beaucoup trop lointaines. Quand tu comprends l'incidence de l'histoire qu'on a eue sur ce que nous sommes aujourd'hui, tu te rends compte que si on veut se reconstruire, on est obligé de repartir sur des bases solides et des bases qui soient des bases endogènes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, au-delà du fait que tu sois un ami d'enfance, etc., c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ta musique. Moi, je la partage avec tous ceux qui veulent bien l'écouter et qui peuvent comprendre le message. Et oui, l'idée, c'est de se dire, on ne retourne pas dans le passé. Mais il y a un oiseau qu'on appelle l'oiseau Sankofa. Beaucoup pourront retrouver ça, ce symbole-là en Afrique. C'est un oiseau qui regarde derrière. Pas parce qu'il veut retourner, mais en fait, tu as besoin de t'informer sur ce qui s'est passé pour savoir donc où est-ce que tu es maintenant, aujourd'hui, et pouvoir te projeter de façon sûre et sereine dans ton futur. Donc en fait, quand on parle de retour aux sources, et là je te rejoins totalement, c'est pas de revenir à une époque de cache-sexe qui n'a quasiment pas existé, ou en tout cas qui ne ressemble pas à ce qu'on avait il y a 400 ans, il y a 600 ans, même il y a 2000 ans, l'histoire de cache-sexe, etc. C'est pour retrouver les fondements qui vont nous permettre d'être des personnes solides. Et bien sûr, faire repartir ce continent. Mais tous les grands peuples se sont bâtis comme ça. L'Occident qui vivait l'obscurantisme, le Moyen-Âge,
Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils puissent sortir du Moyen-Âge? Ils sont allés rechercher chez leurs ancêtres grecs, les Romains. Ils sont allés chercher les vestiges que les Grecs et les Romains ont laissés. Ils les ont compris, ils les ont analysés et ils les ont adaptés à leur temps. C'est ça. Ça veut dire que les grands scientifiques africains qu'on a feraient mieux de se réapproprier leur science endogène, parce que leur science endogène est adaptée à leur réalité, leur climat, leurs conditions, leur écologie, tu vois. Et en les appliquant, on pourra aspirer à un mieux vivre pour nos frères. Tu vois, c'est pareil pour les Chinois. Les Chinois, à un moment donné, ils étaient pris en esclavage par les Japonais, tout ça, ils étaient coupés de tout. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils puissent redevenir ce grand peuple qu'ils sont aujourd'hui? C'est parce qu'ils sont allés retourner. Ils sont retournés dans leurs sources. Voilà, les vestiges que leurs ancêtres ont laissés, les empereurs, les grands empereurs chinois, etc. Ils sont allés fouiller, ils ont lu les manuscrits, ils ont pris les formules, tout ça, et ils les ont appliqués et adaptés. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller en arrière, non. Il s'agit parce que il n'y a que la science exacte qui peut changer le monde, en vérité. Parce que même pour construire un bâtiment, il te faut un minimum de connaissances de sciences exactes. Sinon, tu vois. Voilà. Mais les coefficients de référence qu'on a pour construire un bâtiment, ça vient d'où? On te dit que, bon, écoute, tu es ingénieur en génie civil, les coefficients que tu dois utiliser pour faire le calcul des forces du bâtiment, c'est des coefficients qui sont adaptés au climat de la France ou au climat de la Chine. Il n'y a pas des coefficients adaptés au climat de l'Afrique. Ce qui fait en sorte que quand tu fais des calculs, etc., les routes que vous allez créer vont toujours encore se casser parce que vous n'avez pas une technique adaptée à l'environnement. Voilà. Quand tu es docteur, en un domaine précis, tu n'es plus là pour répéter ce qu'on t'a appris à l'école. Tu dois créer, puisque tu es déjà docteur. Tu as la faculté de créer. C'est plus Aristote, c'est plus Socrate. Non, tu es déjà toi-même un Aristote ou un Socrate, ou je ne sais pas. Tous ces gens que vous prenez souvent en référence. Tu vois. Et c'est ça le problème des intellectuels africains. Tu vois. C'est qu'ils sont instruits, mais ils ne sont pas cultivés. Tu vois, ils n'ont pas été cultivés dans la bonne culture, pas dans la bonne terre. Ils sont dans un paradigme qui ne correspond pas à leur réalité endogène. Et c'est justement ce combat dans lequel nous sommes. Et maintenant, avec les moyens que nous on possède, on le met de façon subliminale, de telle sorte à ce que ça puisse toucher le grand nombre et que le grand nombre puisse prendre conscience d'une manière ou d'une autre et revenir aux choses. C'est super. Mais écoute, on est vraiment en accord là-dessus. C'est l'état d'esprit qu'on a aussi sur Trip Mindset. C'est pour ça qu'on mène cette petite interview. Et c'est pour ça que moi, je prends toujours plaisir à rencontrer des artistes, des entrepreneurs qui ont eu ce déclic-là, de se dire, OK, on doit se reconstruire, mais il nous faut une méthodologie pour nous reconstruire. Et en plus, on a, en tant qu'Africain, en tant que Kamite, en tant que Gabonais, tout ce que vous voulez, on a dans nos sources anciennes tous les éléments qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Tous les éléments, de toutes les façons, tous les autres sont venus se servir chez nous. Bien sûr. Et c'est ce que tu apprends en fait quand tu commences à lire ton histoire. Et ça te rend encore plus vivant. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Alors ça tombe bien qu'on parle de culture. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. Nous sommes dans le 2e arrondissement. On est dans un endroit très particulier qui a eu l'amabilité de nous accueillir pour réaliser cette interview, et j'en profite pour remercier Abidia pour avoir accepté de nous prêter ses locaux. Nous sommes dans un espace culturel panafricain qui s'appelle Diaspora, et nous vous ferons une petite visite des lieux tout à l'heure. Et nous vous invitons nombreux, pour ceux qui sont de passage sur Paris, à faire un tour à cette adresse parce que ça vaut vraiment le détour. Rodzang, on va continuer dans notre affaire. On a parlé tout à l'heure de la musique, on a parlé de la culture, mais parmi les personnes qui nous suivent, il y a certainement des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui voudraient se lancer dans l'univers artistique comme toi tu as fait, ou entrepreneurial de façon plus générale. Selon toi, quelles peuvent être les difficultés
aujourd'hui, si on prend un jeune qui est au Gabon, qui est au Cameroun, qui est en Côte d'Ivoire, quel est le type de difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors de la construction de leur carrière musicale? Bon, la première difficulté, elle est immatérielle. La première difficulté, c'est l'éducation. Okay. Le système éducatif qui est censé mener les enfants sur le droit chemin ne le fait pas, il est défaillant. Ce qui fait en sorte que la façon dont les plus jeunes sont éduqués n'est pas très 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 solide. Ouais, donc c'est difficile de ne pas être, c'est difficile d'être discipliné lorsque ceux qui sont censés t'apprendre la discipline ne te l'apprennent pas, tu l'apprends toi-même, etc. Donc là, il faut vraiment être un génie pour pouvoir sortir de toi et voir tes défauts et les améliorer en vérité. Parce qu'on est beaucoup plus renfermé dans l'ego, la facilité. Les plus jeunes attendent un grand producteur et puis il n'a pas son grand producteur, il se décourage, il abandonne, il se donne à autre chose, etc. Mais en vérité, c'est ça la grande difficulté. Tu vois, parce que déjà, il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement en place pour ça. Bon, ils sont déjà en train d'essayer de mettre certaines choses en place, comme le statut de l'artiste, etc. Une chose qui est pas mal. Ils sont déjà en train d'essayer de faire quelque chose pour ça. Mais dans le fond même du truc, il n'y a pas encore des mécanismes qui peuvent permettre à un jeune de se lancer dans l'art et dire que bon, écoute, je vais me lancer dans l'art et je vais me donner complètement et j'aurai des accompagnements, etc. J'ai une vision, etc. Non, ça n'existe pas. En plus de ça, il y a aussi l'aspect que j'ai évoqué, qui est personnel maintenant. Les jeunes aujourd'hui, ils aiment la facilité. Et quand c'est trop difficile, on ne veut pas le faire. On veut pas le faire. Tu vois, on se décourage, etc. Et on veut le poisson au lieu d'apprendre à pêcher. Tu vois, c'est ça la plus grande difficulté. Ok. Et là, je pense qu'on va en revenir à ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ta société telle que tu l'as montée en tant que holding. Si je comprends bien, quand tu rentres au Gabon, tu vois les difficultés sur place. Tu connais le terrain musicalement. Tu sais quelles sont les difficultés en place, les histoires de droits d'auteur qu'il n'y a pas. Et justement, moi, je me posais la question de savoir comment est-ce que tu as fait pour sortir ton épingle du jeu. Déjà, il faut comprendre que ce qui tue l'homme, en général, c'est l'ego. Et vous savez, au Gabon, il n'est pas très... c'est pas très judicieux de jouer avec de l'ego. Parce qu'on perd tout de suite. On n'est pas nombreux, l'industrie est encore fragile. Tu vois, il ne faut pas gérer les choses avec l'ego. Voilà. Et avec, par exemple, le Beauty Gang Cypher, c'est un mouvement avec mon élémentrice fédérateur qu'on a mis en place pour pouvoir justement créer un mouvement solide qui lie toutes les communautés de rap et qui crée un mouvement qui a de l'influence sur les masses, tu vois. Donc c'est ensemble qu'on peut avoir de l'influence considérable sur les masses. C'est ensemble qu'on peut démarrer une industrie réelle, tu vois. Et c'est cet aspect fédérateur-là qui m'a donné une certaine notoriété aux yeux de ceux qui me suivent. Tu vois. Donc ceux qui me suivent sont fidèles parce qu'en fait, on le fait aussi avec le cœur. Tu vois, on le fait avec amour, on le fait avec le cœur et c'est déjà la base. Tu vois, et ils peuvent le ressentir. On le fait avec l'amour, on le fait avec le cœur, qu'on est honnête dans ce qu'on fait. Tu vois. Et par rapport à ça, ils peuvent te suivre, ils t'encouragent, ils te suivent parce qu'ils veulent que ça aille plus loin, ils veulent te voir réussir, tu vois. Parce que ta réussite sera la réussite aussi de beaucoup de gens. Tu vois. Donc c'est cet aspect fédérateur-là qui a fait en sorte que je puisse avoir la notoriété que j'ai et attirer le regard sur le multinational et tout ça. Parce que sur le terrain, cette notoriété se voit efficace, quoi. Tu vois, quand je demande aux gens d'être là, moi je remplis des salles, tu vois, voilà, c'est pas seulement sur internet,
Il y a sur le terrain aussi. Et sur le terrain, ben, on sait comment ça donne. Moi, je me mets sur le terrain, je vends mon album, je vends 1000 CD, je remplis les salles, l'Institut français. Voilà quoi. Donc les gens sont là. J'ai une communauté solide qui me soutient, tu vois. Donc, je préfère avoir 1000 personnes qui me soutiennent réellement que 1 million de personnes qui viennent juste poser un like. Est-ce que tu vois? Donc, si j'ai 1000 personnes qui me soutiennent réellement, je vois déjà un potentiel marché. Tu vois? Je sais déjà que voilà mes gens. S'ils sont à 1000 et que je leur vends un t-shirt à 10 000, ça me fait 10 millions. Et 10 millions, tu peux investir ça dans des produits dérivés ou dans d'autres entreprises qui vont te permettre de fructifier. Tu vois, tu n'as pas besoin de plus en fait, tu as juste besoin d'une communauté fidèle, solide, qui est là, qui est prête à te suivre dans tout ce que tu fais. Par rapport aussi, ils te suivent à cause de mes principes, à cause de ma manière d'être, à cause de ma vision, qui est aussi la leur en vérité. Tu vois, donc c'est ça le cœur même de l'aspect business. C'est pas tant de l'argent en vérité, c'est beaucoup plus le capital humain, sincère, prêt à être avec toi, qui peut être autour de toi. Voilà, c'est ça en fait. Yes, mais c'est super. Alors, d'un point de vue entrepreneurial, tu sais, chez nous, on a souvent tendance à dire il ne faut pas tout faire en même temps. Là, tu fais la musique, en même temps, tu veux faire la construction, en même temps, tu veux faire de l'entertainment, tu veux ouvrir des salles, ouvrir un bar, machin, etc. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Toi, tu arrives à t'en sortir. Oui, bien sûr, parce que j'ai une équipe. Voilà, j'ai une équipe, je décentralise. La musique, c'est pas moi qui m'en occupe. Le bar, c'est pas moi qui m'en occupe. Voilà, moi, je suis un rappeur, je suis un artiste, et après, j'ai une équipe. J'ai une équipe, j'ai décentralisé. J'ai une équipe qui m'aide à gérer tout ça. Parce que c'est aussi leur affaire, c'est aussi leur business. C'est exactement. C'est pour ça qu'il y a de l'intérêt et que les choses peuvent fonctionner. Parce que vous êtes, si je comprends bien, vous fonctionnez comme des partenaires. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être 1000. Non, tu vois, c'est une équipe. Quoi. Là, j'ai la musique, j'ai la restauration, l'événementiel, et j'ai l'entertainment. Bon, on a juste besoin de 3 personnes en vérité. En vérité. Tu vois. Mais tu sais, c'est déjà. Alors, moi, je comprends très bien ce que tu dis. Par contre, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Certains, on parlait d'ego tout à l'heure, mais certains peuvent se dire ok, bon, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas si la personne à qui je vais déléguer telle ou telle tâche va pouvoir faire ça avec ma vision. Donc, je vais quand même me saigner pour pouvoir faire tout seul. Et malheureusement, ça peut conduire à des échecs. Ça peut conduire malheureusement à des mauvaises conclusions, on va dire ça comme ça. Donc moi je trouve très intéressante ton approche de garder à l'esprit qu'effectivement, alors il y a ma valeur ajoutée, il y a ce que j'apporte, mais aussi si je ne m'entoure pas d'une bonne équipe, parce qu'en plus l'équipe, oui c'est important d'avoir une équipe, mais il faut avoir une bonne équipe. Moi j'ai pu faire l'expérience entrepreneuriale au Gabon, et si tu n'as pas des gens avec qui vous êtes en raccord, avec qui vous dites, vous êtes capable de vous dire les choses clairement, les yeux dans les yeux, quand ça va comme quand ça va moins bien, c'est compliqué. C'est compliqué. Et après, tu peux aussi former. Exactement. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai formé aussi. J'ai mon Rudy, par exemple, dans Sony, dans Bordeaux, c'est celui qui fait office de mon manager et qui s'occupe de la partie musique, de la structure. Tu vois, c'est un petit frère à moi. Avant tout, c'est un petit frère à moi qui est très brillant, qui est très intelligent, qui a aussi de très bonnes idées, et c'est un échange. Exactement. Je lui apprends ce que je sais, il m'apprend ce qu'il sait, et avec ça, on fait quelque chose qui déchire. Tu vois, donc il ne faut pas aussi être effrayé de donner sa connaissance aux autres. Vous savez, moi, je préfère des échecs. C'est pas la fin du monde. C'est une manière d'apprendre. C'est pas la fin du monde des échecs. N'ayez pas peur d'échouer. L'échec, c'est normal. Il faut échouer. Mais le plus important, c'est l'aspect communautaire qu'un être humain doit avoir pour pouvoir s'émanciper en vérité. Parce qu'un être humain, que tu ne le veuilles pas, tu as besoin d'un autre être humain. Tu existes parce qu'il y a d'autres êtres humains qui existent. Ubuntu. Voilà. Tu existes parce qu'il y a
un autre être humain qui existe. Tu n'existes pas seul, c'est impossible. Donc tu te dois de faire confiance à l'autre être humain. Quand tu conçois déjà ton projet en te disant que non, moi, si l'autre sort par là, ça veut dire que donc c'est toi qui es comme ça dans le cœur. Tu vois, pourquoi tu veux penser ça déjà? Pourquoi tu lui prêtes ce caractère-là? Voilà, tu vois, moi, je préfère être naïf. Ouais, tu vois, c'est peut-être un défaut, c'est peut-être une qualité, mais je préfère être naïf, man. Je préfère faire confiance à un individu, à un être humain. Ben, si il m'entube, il m'a entubé, c'est un échec, et je vais apprendre. Il m'a entubé, allez, on fait avec une autre, etc. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Parce que de toute façon, avec ou sans lui, tu vas toujours échouer. Tu vois, de toutes les façons, tu pourras pas faire quelque chose. Voilà. Il faut bien que tu trouves une solution. Voilà. Tu vas toujours échouer. Donc, il faut de l'expérience. Et l'expérience, c'est une succession d'échecs et qui te fait tirer des leçons. Tu apprends de ces leçons-là et tu grandis. Il faut de l'expérience. C'est ça. Donc, moi, je fais confiance aux humains. J'aime les humains, les gars. Je vous aime. Hein? J'aime les humains. J'aime l'être humain comme moi-même, je m'aime. Donc, je ne peux pas mettre une barrière, une défiance. Je ne peux pas faire. Non, je fais. Et puis, voilà. On voit ce que ça donne. Ben, c'est super. Alors, pour reparler un petit peu de musique, on est en train d'aller doucement vers la fin de notre entretien. Dernier album en date, King. Ouais. Comment ça a marché? King, l'idée c'était de justement essayer de s'implanter, déjà créer un grain qu'on va injecter, qu'on va semer dans le champ international, donc avec Universal Music Africa qui a distribué, et avec toute l'équipe Thomas Sobengo, spécial clin d'œil à eux, qui ont travaillé autour du projet, qui a permis de mettre le nom de Rod Zang au moins dans les têtes de l'industrie internationale, tu vois. Et c'est déjà un départ, tu vois, et c'était ça l'objectif. J'existe déjà, donc ça veut dire que tout le monde me connaît. Là, j'ai fait un show avec Poison Mobutu, tu vois, Suspect 95, Youssoufa, tous les gars, il dit Mix, il fait le feat avec Mix, BT, RFI, tout ça. Ça veut dire que sur le plan international, je suis déjà positionné. Et c'était ça l'objectif de l'album King. Il a réussi son objectif. Maintenant que je suis positionné, il faut travailler de telle sorte à ce que ça soit beaucoup plus fructueux, tu vois, donc ça aille encore beaucoup plus loin. Là, je suis à cette étape-là. Donc, c'est ça. Bon, bah, écoute, ça c'est super. Et où est-ce que, alors pour la musique, je sais que ça tout le monde sait, où est-ce qu'on trouve la musique, mais tu peux quand même dire, il y a peut-être des plateformes sur le continent. Sur toutes les plateformes de téléchargement légal, et de streaming légal, donc Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, voilà. Vous pouvez trouver mes albums là-bas et surtout sur www.gestormusic.com qui est une plateforme de vente digitale de musique gabonaise. Donc c'est sur cette plateforme d'ailleurs que j'étais disque d'or. Donc vous pouvez aller sur cette plateforme www.gestormusic.com. Big up à Abder, big up à MCSO. Big up les gars. Donc c'est comme ça qu'on peut se procurer de la musique de Rod Zang. N'ayez pas peur, vous pouvez taper juste Rod Zang sur Google, toutes les infos apparaissent et puis vous mettez bien quoi, c'est tout un univers. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Comme ça ne fait pas mal. Comme aurait dit Back Attack, ça ne fait pas mal. Ok, bon, mais ça c'est cool. Et il y a des produits dérivés Rod Zang, parce que moi je vois des t-shirts, je vois des suites. D'abord, j'ai pas reçu le mien. Vous voyez, je suis obligé de lui dire ça maintenant, j'ai pas reçu mon suite. On fait comment quand on veut se procurer ces produits-là? On appelle à un seul numéro, Yes. 00241 77 12 42 70. Okay. 00241 77 12 42 70. Vous appelez sur ce numéro, vous mettez une stratégie en place et vous avez le produit en bonne et due forme. Ne vous inquiétez pas. Si c'est pas moi et nous à c'est pas le bon possible. Big up à nous, Fala Monnaie, qui est aussi une dérivée. Avec mon élément Joël Pambou qui a conçu la marque et qui m'a appris en tant qu'égérie. Donc c'est une dérivée de Rod Zang aussi. Big up à Black Queen Gaboma, ça c'est la version féminine de Rod Zang, les Black Queen Gaboma. Tu vois, les Black, Noirs, Queen, Reine Gaboma, gabonaises, donc les Noirs Reines gabonaises. Donc vous avez des t-shirts de Black Queen Gaboma faits par une frangine à moi. Voilà, donc big up à elle, à Nélia. Donc, il y a Bandi,
Voilà, Ouais. c'est Rudin Loinsoni qui gère Bandi. Yes. Voilà, donc c'est le numéro sur lequel en fait, le numéro que je vous ai passé sur lequel vous pouvez contacter pour avoir Pour tous avoir tous ces ces produits. Maintenant, vous savez comment faire, et puis moi aussi, je sais maintenant comment faire. Je vais appeler le numéro. Comme c'est moi qui enregistre l'émission, je sais que le numéro, je ne vais pas le perdre. Bon, ben ça, c'est top. Rodzing, on est en train d'arriver vraiment sur la fin de l'entretien. Je te remercie déjà pour tout ce que tu as partagé avec nous et avec les membres de notre communauté. Dans les entretiens, quel est ton trip? Il y a une question spéciale. La question spéciale, là, elle vient toujours à la fin de l'entretien. La question, c'est quel est ton trip? Mais avant que tu y répondes, pour bien te mettre dans le contexte, je vais t'expliquer ce qu'on veut entendre par quel est ton trip. Voilà, ça c'est bien ça. C'est comme ça qu'on fait, il faut prendre le temps. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'est de savoir, on sait mieux qui tu es aujourd'hui, on connaît ton parcours, on sait ce que tu fais comme activité, on sait même où se procurer tes produits, mais pour ceux qui nous regardent et qui voudraient peut-être une source supplémentaire d'inspiration, toi, qu'est-ce qui te motive au quotidien? La question quel est ton trip, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui te pousse à te lever tous les matins, malgré les difficultés, parce qu'on en rencontre toujours, qu'est-ce qui te pousse à te lever et à continuer de faire ce que tu fais aujourd'hui? L'amour. C'est la première fois qu'on a cette réponse, mais c'est très bien. L'amour, c'est l'amour. Mm. L'amour, la famille, Ouais, hein, ma femme, les Ouais. enfants. ouais, L'amour. c'est top. C'est top, mais je pense que c'est la première fois que j'ai cette réponse et c'est vrai que si tu n'as pas d'amour dans ce que tu fais, de toute façon, tu t'en sors pas. C'est rien du tout. L'amour, c'est la base. C'est le sentiment primordial. C'est le sentiment avec lequel Zambé Kana a créé le monde. Yes. Tout part d'abord de l'amour. Mm. On crée avec l'amour. Mm. S'il n'y a pas d'amour, on ne crée pas. C'est pas On possible. détruit. Tu vois? Mais pour créer, pour avoir, parce que, vous savez, les humains sont des dieux. Parce que, Dis-leur. Parce que si moi je leur dis, on va dire que je parle d'entrepreneuriat, tu vois, quoi. les humains sont des dieux. Et justement, en entrepreneuriat, quand tu as une entreprise, tu dois créer un système dans ton entreprise qui fait en sorte que ton entreprise puisse fonctionner, donc se développer, puisse vivre. Ouais. Tu vois. Tant que le système de ton entreprise n'est pas autonome, tu n'as pas encore créé. Parce que l'homme est l'entreprise la plus fiable de l'univers. C'est d'abord l'homme, c'est l'homme. Ouais. Tu vois. Dieu, c'est Dieu qui crée l'homme. Dieu, bon, dans un contexte. Il faut qu'on mette un nom. Il faut qu'on se comprenne. Voilà. C'est pour que tout le monde comprenne. Mais Voilà. voilà, il faut qu'on mette un nom. Voilà. Sinon, c'est Dios, Zeus, tout ça. Voilà. Mais bon, pour revenir un peu, on descend, comme tu sais comprendre. Donc, Dieu crée un homme et il fait un système. Il crée un système autonome dans l'homme Exactement. qui fait en sorte que l'homme puisse vivre. Ça veut dire que si l'homme veut manger, c'est pas Dieu qui va venir nous mettre la nourriture à la bouche. Dieu a créé un système pour faire en sorte que l'homme mange lui-même, il chie lui-même, il fait ce qu'il a à faire, tu vois, lui-même, de façon autonome. Tu vois, non? Et si vous voulez que votre entreprise fonctionne, il faut être Dieu, il faut être un Dieu. Il faut être un Et frère. Dieu vous a donné cette faculté-là parce que vous êtes fait comme lui. Il vous a donné cette faculté. Donc, votre système doit être autonome. Vous devez mettre des mécanismes en place qui font en sorte que votre système soit autonome. Là, vous avez créé et vous êtes des dieux. Et pour mettre ça en place, il n'y a que l'amour. Quand tu crées un mécanisme sans amour, ben, c'est pas une entreprise fiable. Les entreprises les plus fiables sont celles qui ont été faites avec amour. Tu vois? Yes. Voilà, ça veut dire que c'était son domaine de passion. Il a créé son entreprise dans son domaine de passion. Et aujourd'hui, il a développé. Parce qu'il aimait ce qu'il fait déjà d'habitude. Aucune entreprise qui a déchiré sur la terre là n'a été faite sans amour. Toutes ont été faites avec l'amour, même si c'est pour les blancs. Même ils ont aimé d'abord, Zuckerberg a d'abord aimé la technologie, tout ça aujourd'hui, ça fonctionne. Ouais. Même KFC, il a d'abord aimé les poulets. Il faut d'abord commencer par le poulet. Voilà. Tu peux pas demander le Les poulet. comment élever, tout ça, aujourd'hui ça fonctionne. Tu vois, donc c'est comme ça, c'est l'amour. C'est la base. C'est le mot du jour. Pour finir notre entretien, on retient l'amour. Mettez de l'amour dans ce que vous faites
mettez de l'amour dans ce que vous faites au quotidien et certainement que vous en obtiendrez les fruits. Rodzang, Yes. je te remercie encore pour ce moment, c'était génial, on est ensemble. Ok. Vous êtes sur Trip Mindset, c'était Quel est ton trip, nouvelle saison et nous sommes très heureux d'être de retour parmi vous.